Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons explorer l'outil TrueNAS Open Source. TrueNAS c'est quoi? TrueNAS est un logiciel d'abord open source qui fonctionne sous le système FreeBSD. FreeBSD c'est un système d'exploitation de type serveur ou de type système embarqué. TrueNAS est un outil de gestion de stockage en réseau. Donc, c'est un logiciel qui a été mis en place pour permettre la gestion des équipements, des ressources d'un Active Directory au sein d'un réseau. Donc, elle vous permet de faire des hébergements de fichiers, de gérer les stockages, les volumes de stockage, d'attribuer des ACL à des utilisateurs, etc. Maintenant, le TrueNAS existe dans sa version payante et dans sa version open source. Dans sa version open source, c'est l'alternative de FreeNAS. Nous l'avons connu tous sous le thème de FreeNAS auparavant, mais maintenant c'est TrueNAS Core qui existe. Donc, dans ce tutoriel, vous allez le télécharger, le TrueNAS Core, et nous allons travailler avec. Pour les deux autres versions, ce sont des versions payantes. Maintenant, TrueNAS également a des alternatives, c'est-à-dire au lieu d'installer TrueNAS Core, d'autres préféreront par exemple avoir Comet Backup, SQL Back, Hitgrave et tout. Il y en a plein de logiciels comme ça qui sont des alternatives à TrueNAS Core. Mais TrueNAS Core est du moins accessible à tout le monde. Et puis déjà, c'est open source qui fonctionne sur un système Linux. Donc, je pense que tout informaticien ou tout administrateur réseau ou système aujourd'hui en fait va utiliser Linux à bon escient. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons télécharger l'image de TrueNAS, nous allons l'installer et nous allons voir comment elle se configure. Moi, dans mon cas, j'ai déjà fait le téléchargement. Ce que je vais faire, je vais ouvrir mon hyperviseur VirtualBox et je vais créer une nouvelle machine. Donc, je vais le nommer stockage réseau. Vous lui donnez un nom que vous désirez. Moi, je le fais comme ça. J'ai l'habitude puisque je travaille en local. Maintenant, le type de machine que vous créez, c'est une machine BSD et qui va fonctionner sous la version FreeBSD mais 64 bits. Ok, moi je suis en 64 bits. Donc, je fais suivant. Je lui donne une RAM de 2 Go. Là, ça va faire 2048. Suivant. Ok. Là, je fais suivant. Je lui alloue un disque de, je pense, 10 Go, c'est déjà bon. Je fais créer. Ok. Lorsque je crée la machine, je vais maintenant dans configuration. D'abord, je vais au niveau du réseau. Je mets le réseau en accès par pont puisque j'utilise un routeur externe. J'insère le disque d'installation. Ici, au niveau du stockage, je vais choisir mon image. Ici, on va choisir TrueNAS. Ok, je choisis TrueNAS. Et je fais OK. Maintenant, il est inséré. Je vais juste démarrer la machine pour débuter son installation. Mais avant de le faire, je vais vous demander de créer deux disques que vous allez augmenter au disque sélectionné, au 10 Go que nous avons utilisé pour la machine. Pourquoi ces deux disques? Parce que ce sont ces deux disques qui vont nous permettre de faire la création d'un pool de stockage, d'un volume de stockage auquel on va assigner des utilisateurs. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais créer, ok,
un nouveau contrôleur de stockage. Vous pouvez créer un nouveau contrôleur de stockage. Là, je vous montre. Déjà, il y a plusieurs types de stockage. Vous vous renseignez et tout. Vous pouvez créer un nouveau contrôleur de stockage du type dont vous... Ok. Bon, ici, je mets un contrôleur SATA, mais bon, je peux toutefois le changer. Si vous connaissez, comment dire, les propriétés de de tous les disques là, vous n'aurez pas de souci à vous faire. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter des disques. Donc je crée sur un disque, je vais faire créer. Je fais suivant, suivant, et puis je vais donner un espace. Ici, je lui donne 14 Go par exemple. Je fais créer, et puis je le sélectionne, je l'ajoute. Je peux aussi créer un deuxième de la même façon. Je fais suivant, suivant. Lui, je lui laisse à 16 et je l'augmente. Tout dépend du stockage que vous avez dans votre machine. Maintenant, je peux démarrer la machine. Je démarre la machine. Ok, et nous allons laisser l'installation débuter. Ok, là vous faites entrer, vous attendez que l'installation démarre et veillez à ce que votre machine soit dans un réseau, soit connectée à un routeur, un point d'accès, pour que vous puissiez avoir une adresse IP. Vous verrez pourquoi je le dis, et c'est très important d'avoir une adresse IP attribuée à la machine lors de son installation. Maintenant ici, je vais choisir l'option 1. Donc je fais OK pour l'installation. Ici, on me demande si je veux continuer l'installation. Malgré que j'ai pas les 8 Go de RAM, je fais oui, je continue. Je choisis le disque sur lequel je veux faire l'installation. C'est mon disque de 10 Go au départ. Je fais entrer. Je fais oui pour procéder à l'installation. Je donne un mot de passe que je retiens bien. Ok. Je fais OK. Et je fais un boot via BIOS. D'accord. Là, l'installation va débuter. Cela va prendre un peu de temps. Je vais juste faire ceci. D'accord, c'est bon. Nous allons patienter pendant que l'installation se fasse. Je pense que je vais accélérer un peu la vidéo pour vous permettre d'aller plus vite à l'essentiel. Donc on se retrouve quelques minutes avant la fin de l'installation. Ok, maintenant l'installation est terminée. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons redémarrer. Nous allons faire entrer. Ok, nous faisons entrer et puis nous redémarrons le système. Lors du redémarrage, nous allons nous assurer que le périphérique d'installation a été bien éjecté. Donc nous allons l'éjecter. Ok. Je pense que voilà, je l'ai injecté au mauvais moment. Donc ce que je vais faire, j'éteins la machine et je la redémarre. Elle va continuer par voici.
Donc, vous éjectez le périphérique d'installation pour qu'elle ne puisse pas redémarrer une nouvelle installation lorsque la machine redémarre. Ok. Donc, lorsqu'elle sera faite, la machine va redémarrer. Et nous allons patienter pour pouvoir avoir l'adresse IP de la machine. Donc, sur ce terminal-là se fait la configuration réseau de notre CONAS. Donc, nous aurons à configurer soit le DHCP, soit le DNS, les pare-feux par exemple et tout. Donc, nous, ici, on a besoin juste de l'adresse IP pour pouvoir faire le test. Et j'oubliais de vous annoncer que CONAS s'utilise à travers un navigateur web. Donc, nous allons nous exploiter CONAS à base d'un navigateur web. Le redémarrage aussi prend toujours du temps, mais ne paniquez pas, c'est une bonne nouvelle. Voilà, le redémarrage s'est bien passé. Je précise que lors du redémarrage, ne faites rien, ne touchez aucun bouton et tout. Donc, le redémarrage va vous afficher cette interface là où vous pouvez, par exemple, configurer le réseau. Cette interface nous permet, cette ligne de commande nous permet juste de configurer notre réseau, mais nous, vu que nous avons déjà un routeur en externe, ici, nous allons juste aller dans un navigateur et utiliser l'adresse IP. Si vous n'êtes connecté à aucun routeur, vous n'aurez pas d'adresse IP, vous aurez là-bas un champ vide. Si vous n'avez pas de routeur, vous pouvez utiliser le point d'accès de votre téléphone, vous connecter en Wi-Fi sur votre machine et pouvoir avoir une adresse IP. Ici, nous sommes en 192.168.43.192. Donc, nous allons aller dans le navigateur et nous allons mettre cette adresse IP 192 192 168.43.192. D'accord. Maintenant, je vais lancer et vous voyez l'interface d'administration s'est affichée. Ce que vous allez faire ici, c'est de mettre le mot de passe qui est root par défaut et le nom d'utilisateur root par défaut et le mot de passe, celui que vous avez entré lors de l'installation du CONAS. Nous voilà maintenant sur le tableau de bord. CONAS est installé, vous avez un graphique qui vous montre l'utilisation du processeur par les ressources du réseau. Vous avez l'espace disque et son utilisation. Vous avez les paramètres ici. Ok, vous pouvez changer votre mot de passe. Vous avez aussi une barre latérale ici avec plein d'options. Donc, tout d'abord, vous pouvez aller dans Général. Ok, vous pouvez aller dans Général pour changer la langue. Donc, vous choisissez la langue ici. Vous la mettez en français. Vous pouvez également changer la date et le temps. Juste la première des choses qu'il faudrait faire sur un serveur, c'est quand même de configurer le NTP, Network Protocol Time, pour avoir un temps synchronisé avec votre serveur. Moi ici, je vais rester ici puisque je suis en démo, donc je vais aussi rester en anglais. La toute première des choses à faire ici, c'est de décider si vous allez rester en DNS ou en DHCP. Bon, moi ici, je vais aller dans le réseau. La toute première des choses, je vais au niveau du réseau, d'accord. J'ai le sommaire de mon réseau. Donc dans mon réseau, j'ai le routeur, ok, et le serveur lui-même qui porte la même adresse IP. Maintenant, au niveau des interfaces, j'ai une seule interface et j'aimerais que cette interface là reste une interface DNS. Je voudrais que mon serveur soit un serveur en même temps DNS. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais décocher le DHCP ici
et je reviens ici mettre mon adresse IP. Donc 192.168.43.192. D'accord. Lorsque je le mets, je vérifie mon masque réseau /24. Tout dépend de votre adressage IP. Et je fais apply. Ok, dès que c'est fait, je reviens sur mon tableau de bord. La toute première des choses à faire, c'est que je vais créer des utilisateurs. Bon, moi, je vais vous laisser explorer toutes les options de l'interface, mais ce qui va nous intéresser, la première des choses ici, c'est de créer des utilisateurs et je vous montrerai comment gérer les espaces de stockage. Donc, je vais créer ici un utilisateur. Je vais créer un utilisateur. Je vais lui nommer Toto. Ok. Toto. Je lui donne un mot de passe Toto. Vous pouvez également remplir les autres options et tout. Moi, je ne vais pas remplir les autres options. Et je vais faire Submit. Je crée juste l'utilisateur. Je recrée un deuxième utilisateur. Je vais mettre Tata. Ok. Je donne un mot de passe Tata. Je suis en local, donc je peux me permettre Tata. Si vous êtes en production, je ne vous dis pas qu'il faudrait mettre un mot de passe tellement robuste pour éviter la compromission de vos données. Maintenant, j'ai deux utilisateurs que j'ai créés en plus de mon utilisateur root. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais aller dans stockage. Ce qui m'intéresse ici, c'est le stockage. Donc, je vais dans stockage et je vais dans pool. Si vous êtes en français, vous allez trouver au niveau de pool volume. Ok? Vous allez faire ajouter un nouveau volume. Avant d'ajouter un nouveau volume, je voudrais que vous preniez le temps d'augmenter des disques dans votre hyperviseur. Il faut augmenter des disques sur votre serveur. Donc, c'est ce que nous avons fait au début. Nous avons augmenté un disque de 14 et 16 Go à peu près. Donc, nous allons créer un nouveau pool de stockage. D'accord? Lorsque nous faisons créer un nouveau pool de stockage, il faut nommer le pool de stockage. Donc, je vais mettre pool par exemple. Maintenant, au niveau de l'encryption, c'est-à-dire c'est quoi encryption? C'est le chiffrement par exemple de votre serveur. Donc, vous pouvez l'utiliser et choisir le type d'encryption que vous voulez. Donc, vous pouvez aller sur le site officiel pour avoir la documentation. Maintenant, dès que c'est fait, vous voyez mes deux disques ici. Ici, j'ai une erreur liée au type de stockage que j'ai mis. Mais ce n'est pas un souci. Vous allez cliquer les deux disques là et vous allez les envoyer dans un data dev ici. Ok. Dès que vous l'avez fait, ici nous allons ici avoir le type mirror et le type stripe. Nous allons utiliser le type mirror pour créer un disque avec deux usages. Donc un disque qui ne sera pas totalement utilisé, mais avec une partie pour gérer la sauvegarde de données. Donc dès que c'est fait, nous allons y cliquer ici, nous allons confirmer et nous allons faire créer. Donc nous allons créer notre pool de stockage. Vous patientez quelques moments, le pool de stockage sera créé bientôt. Ok, maintenant nous avons notre pool de stockage qui est créé et le type de stockage c'est pool. Le nom c'est pool. Maintenant que nous avons un pool de stockage, il faudrait créer des partitions de ce stockage là pour les attribuer aux utilisateurs que nous avons dans notre réseau. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons cliquer ici et nous allons faire ajouter un dataset. Un dataset c'est un espace de stockage dédié aux utilisateurs.
Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire ici? Je vais créer deux datasets. Je vais créer le dataset Toto 1. Ok. Je peux mettre un commentaire, je peux mettre tout ce que je veux. Je vous laisse voir les options et tout. Bon, ici, la déduplication, je vais laisser à off. Si vous le mettez à on, il faudrait avoir un espace de stockage un peu plus grand, des disques assez pour le gérer. Vous pouvez aussi passer en mode advanced pour avoir toutes les options, les droits que vous pouvez attribuer à ce disque-là. Donc, moi, je vais faire submit. Ah, ok, j'ai une erreur dans le nom. Je voulais mettre Toto 1. Est-ce que ça ne va pas ici? Ok. Ça passe. J'ai créé le dataset Toto 1 sur le pôle de stockage que j'ai. Je vais créer également un deuxième dataset au nom de Tata2. D'accord. Et je laisse les configurations par défaut. Ici, je suis en test. Je vous laisse utiliser la documentation TONAS et également la traduction en anglais pour savoir ce qu'il faut à chaque niveau. Par exemple, ici, la synchronisation. Vous pouvez activer la synchronisation sous plusieurs modes. Maintenant, il faut d'abord savoir ce que chaque mode fait et en quoi ça peut vous avantager dans votre réseau. Ici, l'encryption, ce n'est pas encrypté parce que mon pool de stockage, je ne l'ai pas crypté et tout. Donc, je fais également submit. Ok. Ah, là, il y a un problème parce que j'ai créé mon deuxième dataset dans le dataset 1. Donc, ce que je vais faire, je vais le supprimer. Je vais le supprimer. On me dit, ok. Je vais le supprimer et je vais recréer le dataset à partir d'ici. D'accord. C'était Tata2. On crée le dataset. Et maintenant, j'ai deux datasets créés. Maintenant que vous avez des espaces de stockage que vous voulez dédier à chaque utilisateur, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Il faudra créer un partage. Pour créer un partage, nous allons aller ici au niveau du sharing. Au niveau du sharing, vous pouvez faire des partages web vidéo pour pouvoir avoir accès aux données via un navigateur web. Vous pouvez faire des partages NFS, Apple Share également pour les distributions macOS. Ici aussi, vous pouvez faire des partages Windows. Donc, nous allons faire un partage Windows puisque de base, je suis sur un système d'exploitation Windows. Donc, je vais essayer de faire un partage Windows. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais être dans Windows Share, ok. Mais avant d'y aller, assurons-nous que le service SMB est activé. Donc, nous allons aller dans Service. Nous allons chercher SMB. SMB est là, nous allons cocher dessus pour l'activer. Si vous ne l'activez pas, sachez que ce sera activé lors de la création du partage. Ok. Et dans les services, je vous laisse déjà explorer tous les services que vous avez. Le FTP, le DNS, l'AFP, le LDP, l'OpenVPN, client et serveur et tout. Vous pouvez déployer un serveur VPN dessus et tout. Vous pouvez configurer un service SSH également. Donc, nous allons rester sur le SMB et aller créer un partage SMB. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Ici, je vais donner un nom à mon partage. Je vais mettre Toto. Ok. Toto 1. Et je vais lui attribuer Toto 1. Là, je déroule les espaces créés sur mon disque. Je choisis le disque auquel je vais lui dédier. Je lui donne. Ok. Maintenant, je vais faire submit pour créer mon partage.
Maintenant, on me demande de démarrer le service SMB automatiquement. OK. Maintenant, je vais configurer le ACL. Je vais créer un ACL Home. OK. Home pour dire au démarrage, il aura accès directement c'est-à-dire lorsqu'il intègre le réseau, lorsqu'une machine par exemple intègre le réseau au démarrage, il a accès directement à son espace de stockage. Donc ça sera lui son home repository. Maintenant ici au niveau des access control, je peux dédier par exemple ici tout ceci à Toto. Ça c'est pour Toto. Je lui donne les accès que je veux, ce qu'il peut faire et tout. Et à la fin, je peux mettre save. Donc vous lui donnez toutes les accès que vous voulez, les permissions que vous voulez. Et à la fin, vous faites un save. D'accord? On va y créer également un partage de type SMB également pour l'utilisateur data. Donc je vais mettre data 2 pour le nommage et autres. Ça dépend de vous, ça va dépendre de vous. Donc je vais créer data 2. Vous voyez ici j'ai déjà créé data 1. On me dit qu'il a un ACL et tout. Donc ici je suis sur data 2. Je peux aller dans les modes avancés également pour essayer de configurer d'autres options, et pour le faire il faudra que je remplisse tout quand même. Donc je vais en submit, je vais créer et je vais lui configurer son ACL. L'ACL c'est les droits d'accès. Je lui donne également un ACL home. OK, et je fais un save. Maintenant j'ai créé mes deux partages, j'ai mes utilisateurs qui sont là. Comment tester si cela fonctionne correctement? Puisque je suis sur une machine Windows, je vais essayer d'intégrer le réseau à partir de ma machine Windows. Donc je vais ouvrir mon CMD. Ici, je vais d'abord voir si ma machine utilise une connexion sur le serveur. Ici j'ai les connexions mémorisées, je n'ai aucune connexion. Maintenant ce que je refais, je fais un Windows R. Ici je mets deux anti-slash, je mets l'adresse IP de ma machine 192.168.43.192. OK, et lorsque je fais cela, je vais mettre un slash, anti-slash plutôt, le nom d'utilisateur que j'ai créé dans mon serveur NAS. Donc je vais utiliser Toto. OK, et je vais faire un OK. Là, lorsque vous faites un OK, vous aurez une interface qui va s'ouvrir et vous demander de faire une authentification. Ça ne démarre pas, je pense qu'il doit y avoir une erreur, donc je refais le même truc. Un slash 192.168.43.192. Ah, ok, d'accord. Et maintenant je fais un anti-slash, je mets le nom de l'utilisateur que j'ai créé et je fais entrer. Là je vais patienter. S'il détecte, voilà, OK, il a détecté l'utilisateur, c'était Toto et le mot de passe Toto. Avant de me connecter, je vais aller sur mon dashboard. Je vais sur mon dashboard comme ça. Vous verrez un peu. OK, maintenant je mets Toto et je mets le mot de passe qui était Toto également. Maintenant je fais OK.
vérifier l'orthographe. Je pense qu'il y a une erreur. Je réessaie. Et j'ai mon nom d'utilisateur Toto et mon mot de passe Toto. Quel problème j'ai? Un instant, je retourne sur mon serveur. Je crois, bien sûr, je vois c'est Toto et Tata. Ok, je vais éditer Toto. Ok, d'accord, je mets Toto. Je pense que les mots de passe n'étaient pas définis. Toto, d'accord. Et je fais le save. Ok. Je reviens réessayer. 192. Anti-slash 192.168.43.16.192 plutôt. J'ai déjà fait un test avec le point 16 et je remets le nom d'utilisateur. Je fais OK et j'ai une boîte de dialogue qui s'ouvre où je peux renseigner les identifiants. Toto. Là, j'ai toujours une erreur. Ce que je vais faire, c'est que je vais redémarrer. Je vais éteindre ici. Je vais me déconnecter et je vais me reconnecter. Route et le mot de passe. Je vais me reconnecter. Je ne sais pas pourquoi ce dysfonctionnement. Je reset la connexion ici. Anti-slash 192.168.43.192 anti-slash Toto. Je pense qu'il y a un problème au niveau de l'authentification. Je vais utiliser Toto. Toujours un souci de connexion. D'accord. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais utiliser plutôt l'explorateur de fichiers. Je vais aller connecter un lecteur réseau. Je fais l'anti-slash le 168.168.43.192. Maintenant je fais slash, ok, slash le nom du partage que j'avais donné à Toto, c'est Toto 1 et je fais terminer. Maintenant la tentative de connexion, je mets Toto et Toto.
Là, je vais passer à OK, d'accord. Là, maintenant, je suis connecté à mon espace de stockage. Allons-y, donc, vous avez le stockage ici. Alors, je pense que c'était une erreur de ma part. Au lieu de mettre Toto 1 pour le partage, j'ai mis Toto. Donc, ce que je vais faire ici, je retourne sur mon interface web. Je vais vers le partage que j'ai donné à Tata 2. Ok, le partage que j'ai donné à Tata 2, je l'ai nommé Tata 2. Donc, avec lui également, on va essayer en CMD. Donc, slash 192.43.192. Ok, slash anti-slash le nom du partage. Là, on me précise, je suis dans le réseau, on me précise maintenant les partages. Je fais OK. Ok, Windows ne peut pas accéder à partage 2 parce qu'il est déjà contacté l'administrateur. Je n'ai pas l'autorisation d'accès à ce partage là. Ok, d'accord. Maintenant ça fonctionne. Je retourne dans mon explorateur. Donc là, lorsque je suis connecté à mon lecteur réseau, directement dedans, je peux commencer par travailler. C'est pourquoi on lui avait donné un type de permission de type Home pour qu'il ait accès directement à son partage. Donc, il peut déjà travailler dedans. Je vais sur le dashboard. J'ouvre ici mon espace. Je fais tout ce que je veux à l'intérieur. Nouveau dossier, nouveau document et tout. Et au fur et à mesure, vous voyez le processeur ici d'Ondine. Donc, tout ce que vous faites, si ça consomme de la ressource, le processeur va lui enregistrer tout. Donc, vous pouvez également voir les rapports, le reporting, l'utilisation des ressources. Ici, nous pouvons également gérer les machines virtuelles. Mais pour les machines virtuelles, je vais le faire dans une autre vidéo car c'est un peu long. Donc, vous avez aussi le CMD ici. Au lieu d'utiliser l'interface sur votre hyperviseur, vous avez ici directement le CMD. Ok. Vous avez ici une partie plugin pour installer des plugins. Maintenant, ici, dans notre cas, nous ne sommes pas connectés à Internet. Donc, lorsque vous serez connecté à Internet, vous allez charger tous les plugins disponibles. Les plugins disponibles seront directement téléchargés depuis Internet. Vous pouvez exploiter ces services-là juste en les activant et en les configurant. D'accord? Donc, pour le SSH, c'est, je pense, vous l'activez. Je vous laisse explorer toutes les options. Ici, vous avez les tâches cron jobs. Je ne vais pas vous dire d'abord ce que c'est qu'un cron jobs. La plupart de vous savent déjà ce que c'est. Le AirSync Task, c'est le service de synchronisation. D'accord. Et pour le système, nous avons le NTP serveur qui va gérer le temps. Network Time Protocol. Okay. Vous avez ici les emails, les boots et tout, le système dataset. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez parcourir vous-même cette interface-là. Ici, vous pouvez configurer votre adresse email avec l'adresse email Gmail, Yahoo Mail et tout. D'accord. Et pour les alertes, ça marche en SNTP1 et tout. Maintenant, pour le SSH, par exemple, maintenant que le SSH a été configuré, vous pouvez ici créer une connexion SSH, ok, créer une adresse email, un nom et tout. Là, je vous laisse explorer toute l'interface. Merci d'avoir suivi la vidéo et laissez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne.